Ceux qui contemplaient le portrait parlaient à voix basse de sa ressemblance comme d'une puissante merveille, et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. Mais, à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail, et il détournait rarement ses yeux de la toile, même pour regarder la figure de sa femme. En faisant ça, Godard révèle que son cinéma, qui semble justement issu de Rossellini, donc un cinéma qui semble être objectif, qui semble être sur l'instant, qui semble être sur le réel, est en fait, au fond, un cinéma vampirique, un cinéma qui participe au moins autant de Murnau que de Rossellini. Et Vivre sa vie, c'est un film de vampire. C'est-à-dire comment peu à peu on est vampirisé, et ce qui vampirise, c'est justement la photo, c'est le portrait. Donc l'utilisation magnifique du conte d'Edgar Poe devient tout à fait normale. À la fin, elle est dévorée par la pellicule. Le peintre se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Mais, une minute après, comme il contemplait encore, il trembla, et il fut frappé d'effroi. Et, criant d'une voix éclatante, « En vérité, c'est la vie elle-même !» il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Elle était morte. Retour à la réalité et au quotidien. Un quotidien qui s'écrit en pointillé. Godard prenant l'habitude de disparaître pendant des semaines entières sans prévenir, délaissant une Anna Karina en proie à la solitude et à la dépression. Fin 62, Godard